Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de Surrogate First. Alors aujourd'hui, je vais parler du birth plan. Donc, qu'est-ce qu'un birth plan? On va donc parler rapidement du document, un peu faire le tour de ce document. Je vais partager le document, le document qu'on envoie aux parents et aux mères porteuses pour en faire le tour et en parler. Donc, un birth plan est un aperçu clair et simple de votre scénario idéal avant, pendant et juste après la naissance. Lors d'un accouchement GPA, il est important d'aborder tous ces points en détail avant le jour de l'accouchement afin de répondre aux questions et aux besoins de tous les parties impliquées. Et ensemble, nous en ferons le tour. Donc, on va en faire le tour rapidement, de voir un peu comment ça se passe. C'est un document en anglais que j'ai. C'est le document originel qu'on envoie aux parents et auquel il faut qu'ils répondent. Et après, ils nous les envoient. Et une fois qu'on reçoit toutes les réponses, on organise un meeting entre les parties, entre la mère porteuse et les parents, et on confirme qu'on est bien tous sur la même longueur d'onde. OK, donc je vais partager mon écran pour en parler. Alors, c'est le document qu'on envoie. Généralement, ce document est envoyé au troisième trimestre de grossesse, euh, quand même pas mal de temps avant la naissance, mais pas trop tôt quand même, pour qu'on ait un peu plus d'idées, il va y avoir des informations nécessaires que peut-être vous auriez seulement juste pensé ou autre. Donc, à voir. Mais la première chose qu'on va faire, c'est bien sûr donner toutes les informations qu'on a, vos noms, vos téléphones, comment vous joindre au cas où on y a un problème. Ce document, il faut comprendre qu'il est échangé à l'hôpital, qu'il est échangé au docteur, aux avocats parfois si nécessaire, bien sûr aux parents, mère porteuse, à tout le monde, l'agence Laura, pour que tout le monde soit préparé au mieux et ait toutes les informations nécessaires. Donc, toutes les informations nécessaires, les noms, les numéros de téléphone, le sexe de l'enfant, combien d'enfants va naître, un ou des jumeaux ou même plus, est-ce que l'enfant a une assurance ou pas, ok, et on va demander l'adresse, l'hôpital où la mère porteuse va accoucher et prévoit d'accoucher. OK. Donc, la première question de ces questionnaires, c'est est-ce que vous avez choisi le nom de votre enfant? Donc, comme ça, si jamais vous n'êtes pas là, vous ne pouvez pas être là, vous êtes en retard, ou il y a un accouchement prématuré, il y a quelque chose qui est rapide, un accouchement qui vient rapidement et vous ne pouvez pas être sur place, on aura déjà toutes les informations nécessaires. Donc, le prénom, le deuxième prénom, et le nom de famille. OK. Quand est-ce que vous voulez venir pour la naissance, qui est la deuxième question. Donc, cette question, c'est à vous de voir quand est-ce que vous pouvez venir. Généralement, on vous demande de venir aux États-Unis pour la naissance au moins une semaine avant la date estimatoire de naissance. Donc, euh, prévoyez ce voyage donc une semaine avant. Il faut comprendre qu'il faut avoir des billets échangeables au cas où il faut venir avant ou après. OK. Combien de temps vous allez rester dans la ville ou autour de l'hôpital ou autour de la mère porteuse? Et pour les couples internationaux, combien de temps ils pensent rester avant de rentrer dans leur pays? OK. Et est-ce qu'ils veulent demander, bien sûr, ce qui est nécessaire, le passeport? OK. Donc tout ça, ça sera des questions à répondre pour avoir une meilleure idée des délais pour toutes les démarches administratives. Certains parents sont pressés par le temps, d'autres ont beaucoup plus de temps. Donc, à voir comment vous vous sentez, combien de temps vous voulez rester, si ça doit être rapide ou si vous avez tout votre temps. OK? Si jamais vous n'êtes pas, donc ça c'est la quatrième question, si jamais vous n'êtes pas sur place quand l'enfant est né, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'enfant? Où est-ce que vous voulez que votre enfant reste? Est-ce que vous voulez qu'il reste avec la mère porteuse, que ce soit la mère porteuse qui s'en occupe? Est-ce que vous voulez que ce soit l'hôpital qui s'en occupe avec les nurseries, ok, et les infirmières? Il faut comprendre qu'aux États-Unis, il y a un service vraiment exceptionnel aux hôpitaux. Donc, il ne devrait pas y avoir de souci pour le laisser avec les infirmières dans une nurserie. Mais c'est à vous de voir comment vous vous sentez. Vous pouvez le laisser avec votre mère porteuse ou le donner et le confier à l'hôpital. De toute manière, tout le monde vous attendra avec impatience et vous arriverez à l'hôpital et vous serez bien sûr les premiers
à faire du peau contre l'enfant et choses comme ça. OK. Donc, la deuxième question, c'est si jamais vous n'êtes pas en ville, donc pendant l'accouchement, c'est qui prendra soin de l'enfant, donc après, et il peut y avoir, bien sûr, on parle de pas mal de temps là, vous pouvez demander par exemple à l'agence de pouvoir venir s'occuper de l'enfant. Alors, nous, Surrogate First, on a déjà fait dans le passé du babysitting d'enfants pendant plusieurs semaines. Parfois un mois, okay, selon la disponibilité des parents. Et c'est parce que c'était la disponibilité, il faut comprendre, pas du tout. C'était pendant la période Covid, il y avait la fermeture des frontières, c'était un couple qui venait d'un autre pays que la France qui était un peu plus strict là-dessus. Donc, on a dû s'occuper de l'enfant avec grand plaisir pendant un certain temps. Donc, c'est comme ça que ça se passe. La sixième question qu'on demande, et c'est généralement pour la mère porteuse de répondre, et après avoir comment vous vous sentez, c'est qui elle voudrait dans la chambre d'accouchement. Alors, la chambre d'accouchement, elle autorise, pour un accouchement à voix basse, elle autorise jusqu'à 4, 5 personnes. On peut faire la fête dans la chambre, il n'y a pas de souci, pas trop de risques d'hygiène ou autre. Donc, du coup, vous pouvez généralement y assister. Il peut y avoir son mari, si elle est mariée, ou mère, ou sœur, ou peu importe, son compagnon sera là, présente également si vous le désirez, si vous êtes d'accord avec ça. Tout le monde sera là pour lui donner son soutien. Il faut respecter bien sûr l'intimité des mains porteuses. Mais si jamais il faut comprendre qu'il y a une césarienne, on va passer à la page 2, c'est la césarienne généralement n'autorise qu'une personne dans la chambre d'accouchement, jusqu'à 2 maximum, mais ça dépend des hôpitaux, ils s'y sont d'accord. Mais puisque c'est une césarienne, c'est une chirurgie, il y a un problème hygiénique beaucoup plus présent, du coup, il prévoit seulement 1 ou 2 personnes maximum dans cette chambre d'accouchement. Donc du coup, à voir si déjà la mère porteuse a besoin ou pas de son compagnon, de son conjoint ou de peu importe qui l'accompagne dans la chambre. Et si jamais elle est d'accord pour vous laisser dans cette chambre, que ce soit l'un ou l'autre des parents. Donc ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire, aussi de la relation que vous avez avec la mère porteuse. Pendant les match meetings, quand on rencontre une mère porteuse et on match avec une mère porteuse, on va parler de ça. C'est un point important. Est-ce que vous êtes d'accord pour que les parents assistent à l'accouchement dans la chambre? Elle va dire oui, oui, ou pas trop confortable à voir. La plupart du temps, elles acceptent d'avoir les parents dans la chambre. Mais il faut comprendre que pour les césariennes, c'est un peu plus délicat et selon comment ça se passe, si c'est une césarienne médicalement nécessaire ou autre, il faut comprendre qu'elle pourra demander seulement son compagnon. Donc, il faudra respecter ce choix. C'est une chirurgie, c'est une étape qui peut être assez compliquée. OK. Donc une fois qu'on a ça, il faut comprendre également que, à la naissance, quand votre enfant naît, donc la mère porteuse accouchera dans sa chambre et l'enfant vous sera donné. OK. Vous récupérez l'enfant, la mère porteuse reste dans sa chambre et vous aurez votre enfant. Il faut comprendre que l'hôpital, il ne peut pas réserver une chambre pour les parents d'intention de GPA. Okay? Les hôpitaux réservent les chambres d'accouchement pour les dames qui accouchent, que ce soit mère porteuse ou maman. Du coup, il faut comprendre que il est possible, je ne l'ai jamais vu, c'est très, très, très rare, mais il est possible que l'hôpital soit surbooké, que toutes les chambres d'accouchement soient prises et qu'en fait, les parents ne peuvent pas avoir de chambre. Donc, dans ces cas-là, l'enfant peut aller en nurserie. Les parents sont autorisés pendant la plupart du temps, mais la nuit, il faudra rester dans l'hôtel et l'enfant sera pris en charge par l'hôpital. Donc, c'est un cas très, très rare qui peut arriver, mais il faut garder ça en tête. Les hôpitaux ne peuvent pas réserver des chambres d'accouchement. Donc, en espérant que vous ayez une chambre, l'enfant naît, dans la chambre où la mère porteuse a accouché, elle va généralement rester dans cette chambre et vous êtes transféré dans une autre chambre avec votre enfant. OK. La septième question qu'on pose sur ce questionnaire, c'est
pomper du lait maternel. Alors, est-ce que vous désirez utiliser du lait maternel et si vous le désirez, est-ce que la mère porteuse est confortable pour pomper du lait maternel et vous le donner? Le lait maternel pompé par la mère porteuse sera nourri au biberon à l'enfant. Très, très important à comprendre. Il n'y a pas de sein qui est donné à l'enfant. Donc, le biberon sera donné et au fur et à mesure, à voir ce que vous voulez faire, puisque vous rentrerez en France, il y aura sûrement un changement au lait en poudre qui peut se faire plus tard dans votre séjour. Ça peut se faire une semaine après la sortie de l'hôpital, ça peut se faire même à l'hôpital, ça peut se faire 3 semaines après, à voir ce que vous voulez faire. Beaucoup de parents demandent de pomper du lait maternel au moins, s'ils ne peuvent pas le faire toute la durée du séjour, au moins les premiers laits, les colostrums. Donc, le colostrum, qui est un lait très important pour l'enfant, qui est chargé en hormones, en vitamines et autres, qui est vraiment un bien nutritionnel nécessaire pour l'enfant. OK. Si jamais la mère porteuse ne peut pas pomper de lait, elle ne se sent pas bien ou elle n'est pas en forme ou elle ne peut pas tirer du lait, dans ces cas-là, du lait en poudre sera donné à votre enfant. Il faut comprendre que l'hôpital, aux États-Unis, les hôpitaux sont vraiment géniaux. Euh, Ils vont être là pour vous accompagner pendant ces jours, ce séjour avec votre enfant à l'hôpital. Pendant les quelques jours après la naissance, ils seront là pour vous aider à changer les couches, à donner le biberon à votre enfant et vous éduquons sur tout ce qui est s'occuper de votre enfant. Ils vous donneront même des vêtements, bon, les standards, quoi, les vêtements basiques, mais en gros, vous pouvez ramener ce que vous voulez, mais il n'y a pas tant à ramener à l'hôpital, ce qui est quand même bien, puisque tout sera quand même fourni. Donc, très, très important à comprendre. Le lait maternel qui est donné, pompé et donné à l'enfant, il est rémunéré à la mère porteuse. Donc, le coût varie. Il me semble qu'à Surrogate First, c'est $250 par semaine pour pomper du lait. Okay? Parfois, c'est par quantité, par litre ou millilitre ou ounce, comme on appelle aux États-Unis. Donc, ça varie, mais il y a une compensation qui est donnée à la mère porteuse. OK. La question 8, qui est très, très importante, c'est le peau contre peau, skin to skin. Donc, qui fera le peau contre peau en premier? Ne vous battez pas. Ne vous battez pas, c'est à vous de choisir, de savoir ce que vous voulez faire et de qui aura l'enfant en premier, peau contre peau. Et bien sûr, le deuxième parent pourra prendre l'enfant et faire du peau contre peau juste après. Moment magique qui vraiment voilà, rendra tous vos soucis du passé s'évaporeront et vous aurez votre enfant. Voilà. Vous serez parent et vous le sentirez cette fois. C'est assez dingue. Donc, très bien. Est-ce que vous avez… Donc, ça, c'est aussi des choses qu'on demande, même si c'est des choses qui paraissent normales, il faut le confirmer. Il faut pouvoir le faire parce qu'on a eu dans le passé des parents qui ne se sentaient pas confortables avec cette 9e question. Donc, 9e question, c'est une fois que l'enfant et en bonne santé, on sait qu'il est là, il est à l'hôpital toujours, la mère porteuse, tout va bien. Est-ce que vous êtes d'accord pour donner accès, en gros, pas accès, mais de rendre visite à la mère porteuse dans la chambre avec votre enfant? Est-ce que vous voilà, lui montrez, la rencontrer vraiment cette fois dans un contexte différent, pas d'accouchement, mais beaucoup plus reposé, de lui dire bonjour et de rencontrer la famille en soi de la mère porteuse avec l'enfant? Est-ce que l'enfant peut rencontrer la mère porteuse de sa famille? Tout le monde, on va dire, dit oui, mais ça dépend, les émotions aussi changent et bon, à voir, mais généralement, oui. Les parents sont d'accord pour que l'enfant, bien sûr, rencontre la mère porteuse et qu'elle voit toute la famille et enfin, rencontre, hein, mais en gros, la voit, la visite et tout ça. Bon. Heu, une autre question qui est assez commun même, dans toutes les agences, c'est tout ce qui est, réseaux sociaux, les photographies et autres. L'hôpital, ils vont vous demander, il y a un service, qui est proposé pour tout ce qui est photos, vidéos et autres, à voir si vous voulez ou pas le faire et si bien sûr la mère porteuse se sent confortable également pour le faire. Je viens juste de faire un birth plan meeting avec des parents hier et la maman française disait
Alors moi, les photos et les vidéos, non. Je veux vivre le moment présent. Je veux pas avoir de pression de vidéo ou quoi que ce soit. Je veux vivre ce moment, bien sûr, d'accouchement. Ça sera un moment privilégié, privé entre elle et nous. Par contre, bien sûr, une vidéo, une photo pour immortaliser le moment après la naissance. Une fois que tout va bien, on sait que tout le monde est bien. Donc ça, c'est ce genre de question qui est posée. On demande, nous, si vous êtes d'accord de partager sur nos réseaux sociaux les photos de votre enfant ou de la mère porteuse ou de vous, peu importe, juste pour partager un peu le bonheur à tout le monde et de montrer un peu ce qu'on fait. Bien sûr, les informations privées seront respectées, il n'y aura pas de nom de famille ou autre. Ok, mais ça, on va demander à vous de voir si vous êtes d'accord. Alors, pour les garçons, si jamais votre enfant est un garçon, on va proposer, les États-Unis proposent tout le temps la circoncision. Alors, nous en France, on n'est pas du tout habitués à la circoncision, c'est plus religieux qu'autre chose, mais aux États-Unis, la circoncision est assez standard. Tous les Américains, la plus, je ne devrais pas dire tous, la plupart des Américains sont circoncis. Ce n'est pas du tout religieux, c'est une question hygiénique. Donc, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas avoir une circoncision pour votre enfant. C'est optionnel, vous pouvez dire non. Pour les parents français, généralement, s'il n'y a pas de religion qui le demande, les parents disent non. Donc ça, c'est quelque chose, pour les Français, on dit, ah non, 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 on ne le fait pas, on le sait déjà et on va voir. Mais c'est à vous de choisir si vous voulez le faire ou pas. OK. Donc, il va y avoir la question aussi du delayed cord clamping and cord blower services. Donc, ça, c'est des services qui sont offerts aux États-Unis qui ne sont pas du tout comme en France. Donc, delayed cord clamping, c'est en fait, on va bloquer avec une pince le cordon ombilical et on va laisser le cordon ombilical se vider du sang naturellement sans le couper. Et généralement, le cordon ombilical va se défaire de lui-même, en fait, naturellement. Mais on va le couper à un moment, bien sûr, mais c'est surtout, il va tomber naturellement avec la pince. Okay, donc ça, c'est quelque chose de spécial. Vous pouvez vous renseigner. Delayed cord clamping, c'est dans la question 13, c'est juste ici. L'autre chose qu'on peut faire aussi, c'est le cord blood service. Donc, c'est un service qui vient vous voir et vous demande si vous voulez utiliser ce service pour faire il me semble que c'est des tests sur tout ce qui est cellules blanches et autres. Ça peut rendre service pour d'autres enfants, mais aussi pour votre enfant si nécessaire. Donc ça, c'est des choses, on pourra avoir plus d'informations là-dessus. Et la 14e question, c'est est-ce que vous avez la copie originale de votre pre-birth order? Donc le pre-birth order, il faut qu'il soit amené à l'hôpital à la naissance. Ce pre-birth order, c'est un document qui est créé entre, bon, je ne suis pas un avocat, mais approximativement entre 14 et 20 semaines de grossesse et qui vous donne en gros tous les droits sur l'enfant avant la naissance et à la naissance. Vous avez accès à l'enfant, vous avez accès au traitement de l'enfant, vous avez droit sur les traitements de l'enfant, accès à l'enfant, comme je le disais, et quand l'enfant est prêt à sortir de l'hôpital, vous le sortez. La seule chose que ce pre-birth order ne fait pas, c'est de mettre vos noms sur le certificat de naissance, et ça sera le post-birth order qui sera créé juste après la naissance pour récupérer vos certificats de naissance 10 jours à peu près, selon l'État, après la naissance. OK. Donc ça, il faut le ramener à l'hôpital avec le contrat que vous avez signé avec votre mère porteuse. Très important. Comme ça, tout le monde est au courant et on a tous les documents. On a le birth plan, on a le pre-birth order, on a le contrat, on est prêt. On va vous demander aussi votre adresse où vous voulez que en fait, tout ce qui est certificat de naissance, numéro de sécurité sociale et toutes les factures soient envoyées. À voir si vous voulez utiliser l'adresse de la mère porteuse, qui est quand même le plus raisonnable, puisque pour un hôtel, assez dur quand même de recevoir le mail et si vous partez et les factures arrivent à l'hôtel, ils ne vont pas vous les envoyer. Donc, du coup, c'est mieux de les envoyer chez la mère porteuse qui nous les envoie, nous, après. Et après, on peut vous les envoyer ou si vous êtes toujours aux États-Unis, les récupérer directement de la mère porteuse. Donc, ça, c'est les questions qu'on va poser tous ensemble. Qu'on va poser, qu'on va y répondre et on va s'asseoir tous ensemble pour justement confirmer qu'on soit sur la même longueur d'onde.
Et après, on donne plus d'informations sur les différentes étapes, sur un peu les choses qui sont nécessaires à la naissance, comme les communications, ce qu'on attend de chacun. Il faut qu'il y ait une communication ouverte et transparente. Il faut comprendre que vous recevrez des bracelets ID Band qui vous donnera accès à votre enfant. Votre enfant aura le même bracelet, vous pourrez être identifié à l'enfant à travers ce bracelet. Il y a des sécurités qui sont vraiment géniales aux États-Unis, énormément de sécurité à l'hôpital pour qu'il n'y ait pas d'enlèvement d'enfants. Donc ça, c'est très, très, très safe, très secure. Et en gros, vous aurez accès à votre enfant à travers ce bracelet. Vital Statistics, ça c'est en fait c'est une sorte de bureau administratif à l'hôpital qui est là pour s'occuper de tout ce qui est démarche administrative de l'enfant. Vital Statistics, c'est les statistiques vitales. Donc, c'est vraiment le poids, les informations, le nom, les adresses, les numéros de sécurité sociale si on veut les créer, ça peut à travers ça. Parfois aussi les certificats de naissance. Voilà. Il y a quand même pas mal de choses qui sont faites à travers le Vital Statistics. Nursery, donc ça c'est une nursery et donc si jamais je vous dis, comme je vous ai dit, vous ne pouvez pas avoir de chambre à l'hôpital, très très rare, je ne l'ai jamais vu, les nurseries pourront recevoir votre enfant et s'occuper de l'enfant. Tout ce qui est facture, alors nous à Surrogate First, on recommande, toutes les agences doivent recommander l'assurance santé enfant internationale. Et ça, c'est une assurance privée qui est prise à travers un courtier d'assurance. Il faut comprendre que que ces assurances sont des assurances de complications. Donc, s'il n'y a pas de complications, de toute manière, qu'il y ait une complication, non, pardon, s'il n'y a pas de complications, même si on a une assurance, il faudra payer l'hôpital. L'hôpital, puisqu'on est français, on ne pourra pas avoir d'assurance pour l'enfant. L'enfant est américain, oui, mais pour prendre une assurance américaine, il faut avoir une adresse d'au moins 6 mois aux États-Unis pour pouvoir prendre l'assurance de l'enfant. Bon, on n'a pas d'adresse, du coup, on ne peut pas vraiment prendre une assurance à travers Obamacare. Donc, du coup, il faut prendre une assurance privée. Ces assurances privées peuvent être quand même chères, ça c'est à voir avec des courtiers d'assurance et on pourra faire un webinaire là-dessus avec eux d'ailleurs pour qu'ils nous renseignent là-dessus et nous donnent les différentes options. Mais il faut comprendre que puisqu'on n'a pas d'assurance santé, les coûts hospitaliers sont négociables. Oui, il faut le comprendre, tout ce qui n'est pas assuré aux États-Unis est négociable. Donc du coup, pour un séjour de 3 jours à l'hôpital, généralement, le coût est autour de 5 000 $. Bon, ça dépend des États, il ne faut pas au mot pour mot, mais on va dire 5 000 $, 2-3 jours, et il est possible de la négocier. J'ai vu des parents qui ont négocié les factures hospitalières de 5 000 $ à 1 600, 1 500, 2 000, 60, 40%, 30%, à voir. J'ai vu jusqu'à 90% de réduction. Très, très important, selon l'hôpital. Et après, il va y avoir bien sûr tout ce qui est où est-ce que vous voulez envoyer toutes les factures pour tout ce qui est sécurité, comme je vous l'ai dit. Le pédiatre. Alors, ça, c'est autre chose à comprendre, c'est le pédiatre. À l'hôpital, il y aura un service hospitalier qui va s'occuper, il y aura des factures hospitalières pour la mère porteuse, il y aura des factures hospitalières pour votre enfant. Très bien. Mais il y a également un pédiatre qui va venir à l'hôpital pour voir votre enfant et ça, il faudra le payer séparément. Donc, il y a plusieurs factures et on va s'occuper de vous aider à comprendre tout ça, mais il y a plusieurs factures qui sont pour différentes prestations. Donc, il faudra voir du coup avec le pédiatre combien ce sera. Et ce même pédiatre, il faut en fait avoir un rendez-vous avec un pédiatre après la naissance, après la sortie de l'hôpital, avant votre retour en France. Il faudra le voir dans la semaine d'accouchement, après l'accouchement. Vous pouvez demander de voir le même pédiatre qui l'a vu à l'hôpital. Donc, quand le pédiatre vient voir l'enfant à l'hôpital, vous pouvez lui demander son nom, ou vous pourrez avoir les informations et le revoir la semaine d'après. Donc, tout se passe bien. 2-3 jours à l'hôpital, le pédiatre vient voir l'enfant, tout se bien, il est en bonne santé, très bien. L'hôpital vous dit que vous pouvez sortir de l'hôpital avec votre enfant. Alors, une chose qu'il faut comprendre, c'est qu'aux États-Unis, ils vous demandent d'avoir un siège enfant dans la voiture
qui respecte les normes de sécurité, bien sûr, routières pour les enfants, les nouveau-nés, mais il faut comprendre qu'il le faut installer dans la voiture quand on vient récupérer l'enfant. Donc, je me souviens, mettre le siège auto dans la voiture et conduire à la sortie de l'hôpital et l'infirmière qui regardait que le siège auto soit bien mis en place et qu'il était bien là. Donc ça, c'est à comprendre. Bon, bien sûr, on en a besoin d'un siège, donc vous n'irez pas récupérer l'enfant sans siège, mais il faut le comprendre. OK. Et donc, si jamais il faut comprendre, ça c'est le dernier point qu'on aborde, c'est l'hôpital, ils sont quand même très stricts et pour le bien-être de tout le monde, de l'enfant, des parents et de la mère porteuse, s'il commence à y avoir de l'hostilité, des émotions et autres, il est possible que vous soyez escorté en dehors de l'hôpital, ok? Donc bon, et que vous soyez banné et ne pouvez pas revenir. Donc bon, ça pareil, je ne l'ai jamais vu, mais c'est un moment très émotionnel, du coup, essayons de garder ces émotions. Voilà. Bon, je pense que c'était un webinaire qui était assez court, mais qui vous donne vraiment une idée concrète de la naissance de votre enfant. Tout devient beaucoup plus réel, tout devient beaucoup plus vrai. Encore une fois, c'est un document qu'on étudie ensemble au 3e trimestre de grossesse et qu'on confirme et qu'on envoie à tous les acteurs. C'était Maxime Lebouteiller de Surrogate First. Si vous avez besoin d'informations, je suis disponible bien sûr à Surrogate First et via email à max@surrogatefirst.com. C'est un vrai plaisir de vous avoir sur ce webinaire encore une fois aujourd'hui et on se retrouve très bientôt pour un prochain webinaire sur les lois des États-Unis de la GPA. Merci et à très vite. Au revoir.